Au sommaire de cette édition, atelier de dissémination du livre blanc sur l'industrialisation, tenu ce mardi au siège de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Lancement officiel du produit CDC Épargne Diaspora ce mardi à Abidjan. Des détails dans ce journal. Et puis Civis Côte d'Ivoire a livré les conclusions d'une étude sur le processus électoral. Nous y reviendrons. Toujours un plaisir de vous retrouver pour votre journal. Madame, monsieur, bienvenue. Ouvrons-le en nous rendant dans la région du Boukani, précisément à Bouna, dans la localité de Doropo, où les ministres de l'Hydraulique et du Plan ont procédé au lancement de la première pierre de construction d'un château d'eau. Une attente des populations qui sera bientôt comblée avec une capacité de 200 mètres cubes. Précisons que cette infrastructure est financée à 70% par la Banque islamique de développement. On en sait plus dans ce reportage signé Anissé Kouadio. Nous sommes à Doropo, dans la région du Boukani. Ici, sortira de terre un château d'eau de 200 mètres cubes sur 20 mètres de haut et la construction de l'équipement d'un poste de chloration au pied du château d'eau, la réalisation et le raccordement hydraulique et électrique de 2 forages et l'extension d'un réseau de 8 km d'un coût global de 507 286 000 francs CFA, financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Fonds de développement de l'eau. Doropo, qui est une localité qui est en déficit, nous sommes venus pour lancer des travaux de ce château d'eau pour permettre de résoudre le problème de déficit de Doropo pour que les populations soient à l'aise. Et cette pose de première pierre faite par le ministre de l'Hydraulique, accompagné de la fille de la région, la ministre Kabanyale. La construction de ce château d'eau va ainsi résoudre cette épineuse question des populations qui souffrent de ce manque d'eau potable, qui sont obligées de se tourner vers les marigots et autres puits, sources de maladies hydriques. Après Doropo, nos autorités ministérielles, accompagnées de l'ensemble des cadres du Boukani, ont mis le cap sur Bouna, où il y a eu l'inauguration du château d'eau qui va offrir de l'eau de qualité aux populations. Ce projet de 10 579 384 000 francs CFA, financé à 70% par la Banque islamique de développement et à 30% par l'État de Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, nous avons travaillé et nous avons terminé ce projet. Et aujourd'hui, nous sécurisons définitivement la ville de Bouna et ses environs. Les populations ont longtemps souffert du manque d'eau, que ce soit ici, que ce soit à Doropo. On est tellement content que le roi Néréglima en personne s'est déplacé pour venir sur le lieu de la cérémonie, pour témoigner que les populations du Boukani sont contents. Je suis content de l'inauguration du château d'eau de Bouna. On dit beaucoup merci à monsieur le président, monsieur Alassane Dramane, on est heureux. Parce que depuis longtemps on est fatigué. On est fatigué de l'eau. Avec ce projet, la production journalière peut aller jusqu'à 4 700 mètres cubes par jour, couvrant ainsi le besoin à plus de 100%, ce qui permettra donc d'alimenter en eau potable la ville de Bouna et les 7 villages situés le long de la conduite de transfert d'eau potable. Du 9 au 11 octobre dernier, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a séjourné dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Denguélé. Une visite de famille ponctuée par la livraison officielle de plusieurs infrastructures, notamment les routes Boundiali-Odiéné et Odiéné-Gbéléban. On en sait plus dans ce compte rendu de Corona Kofi Sikango. Avant, il fallait 8 heures de temps pour parcourir cette route qui relie les villes de Boundiali et Odiéné. Aujourd'hui, en moins d'1h30, ce parcours est fait. Depuis 1994, alors Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara tenait à ce projet qu'il a fini par réaliser pour un montant de 82 milliards de francs CFA. Quand j'étais Premier ministre, c'est une route que j'avais prévue dans le budget de 1994. En 1993, quand j'ai fait le budget de l'année 1994, cette route avait été incorporée. Et je suis heureux de constater que voilà, 25 ans après, je suis en mesure d'inaugurer cette route qui est nécessaire, dont les populations ont besoin. Et ça donne la fluidité, ça crée des emplois et ça permet donc d'aller beaucoup plus vite. Après Odiéné, Gbéléban, la ville maternelle du président de la République. Toute la ville brille du bitume flambant neuf. Ici encore, Alassane Ouattara a inauguré la route Odiéné-Gbéléban d'un coût total de 38,5 milliards de francs CFA. Ces différentes réalisations permettront de réduire les nombres d'accidents sur la route
et surtout le développement de l'écotourisme et la relance des autres secteurs d'activité. Les régions du Dengue, donc du Kabadougou et du Folon sont un grand réservoir pour la riziculture parce que la région dispose de plus de 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds pour la culture du riz. Donc dans la stratégie de développement de la riziculture, le district du Denguélé jouera un rôle très important. Depuis les années 72 jusqu'à maintenant, on avait 94 km de route bitumée. 94 km de route bitumée. Quand on fait le point aujourd'hui, on est pratiquement à 330 km qui sont bitumés, sans compter ce qui fait l'objet de réalisation en cours, puisque les axes longitudinaux qui partent de Dionné vers les frontières à la fois maliennes et les frontières guinéennes sont en cours d'exécution, ce qui va nous amener certainement dans 3, 4, maximum 5 années à près de 500% de réalisation. Et en termes de progression, on sera pratiquement à 450%. C'est prodigieux comme bon qualitatif. Parlant de tourisme et d'échanges commerciaux dans cette région du nord de la Côte d'Ivoire, le nouveau pont à la frontière ivoiro-guinéenne, fait en béton avec des assises métalliques, inauguré en 2017 par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé, est objet de curiosité. Avant, pour traverser cette frontière, il fallait les pirogues pour partir de la Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, ces choses faites, le pont existe désormais, la route existe désormais et cette route rallie la Côte d'Ivoire à la Guinée-Conakry. Dans le cadre de la construction du 4e pont en Côte d'Ivoire, les membres du PTUA, entendent des projets de transport urbain d'Abidjan, ont rencontré les populations prises de Yopougon. Ils sont venus les informer de la date du démarrage des démolitions prévues pour le lundi 19 octobre prochain. Betty Kwaku et Richard Akeke nous en parlent. La libération de l'emprise de Yopougon est prévue pour ce lundi 19 octobre à partir de 7 h. L'opération qui s'inscrit dans le cadre de la construction du 4e pont concerne les quartiers de Doucouré, Fromager et Nouveau Quartier. Le président du plan d'action et de réinstallation PAR a prié les populations de prendre leurs dispositions pour libérer les lieux avant le démarrage effectif des démolitions. L'État fait sa part d'engagement parce que les thèmes sont clairs au cours des négociations. L'État ne peut démolir une maison que lorsque le propriétaire a été entièrement indemnisé. Donc, et les locataires, et les propriétaires d'activités commerciales, et les locataires d'activités commerciales, même les hébergés gratuits, tous ont été déjà indemnisés. En ce qui concerne les personnes qui doivent quitter l'emprise, ces personnes ont été entièrement indemnisées. Les populations présentes ont plaidé pour un report de la date, évoquant la rentrée scolaire et les élections à venir. Nous demandons pardon, une doléance à notre président, M. Alassane Ouattara, de repousser cette date à cause de cette période électorale. Très sensible, parce qu'il y a des élèves, la population a traversé vraiment des périodes comme la Covid-19, donc ce n'est pas facile. Nous sommes prêts à partir, mais qui repousse cette date. Le projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, est en négociation avec les populations qui n'ont pas encore été indemnisées. Pour les habitants qui ont choisi d'être relogés, le PTUA a dit être à la phase de sélection des entreprises pour la construction des maisons. Pour ce qui concerne les élèves, des dispositions sont prises avec le ministère de l'Éducation nationale pour leur réaffectation sans difficulté. Et sur les 50 entreprises que compose le portefeuille de l'État, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a décroché le super prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques 2019. Après avoir raflé le premier prix de la performance économique dans la catégorie des entreprises publiques et commerciales. C'était lors de la 2e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques organisée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État le 2 septembre dernier. Ces 2 prix ont été récemment présentés au ministre de l'Économie et des Finances. Le compte-rendu de Walter Kofi. C'est le grand vainqueur de la 2e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques organisé par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État le 2 septembre dernier.
La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, décrochait le super prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques 2019 après avoir rafalé le premier prix de la performance économique dans la catégorie des entreprises publiques commerciales. 15 jours après son sacré, le directeur général Draman Coulibaly est venu présenter officiellement les trophées matérialisant ces deux prix au ministre de l'économie et des finances. Nous sommes venus cet après-midi rencontrer monsieur le ministre de l'économie et des finances. Vous savez que le ministère de l'économie et des finances, c'est le ministère de tutelle de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Donc nous avons évoqué la raison principale, c'est que nous sommes venus remettre, montrer le prix que le 2 septembre dernier, la LONASI a eu. Il a également profité de cette rencontre pour exprimer sa gratitude au ministre de l'économie et des finances pour sa sollicitude lors des deux événements récents enregistrés par la LONASI. Il s'agit d'une part de la décoration le 28 août 2020 de 176 agents que Adama Coulibaly a accepté de parrainer en rehaussant de sa présence effective la dite cérémonie. Et d'autre part, du soutien apporté par le ministre au directeur général lors de son élection à la présidence de l'Association des loteries d'Afrique, ALA. Rendons-nous à présent dans le centre de la Côte d'Ivoire, où le ministre du Transport, Amadou Koné, représentant le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, a procédé lundi au lancement officiel des travaux de construction du centre hospitalier régional. Ce projet rentre dans le programme du gouvernement de faire de la modernisation des installations sanitaires une priorité nationale. Et Charles Kouakou nous en parle dans un commentaire de Zeynab Dosso. Bientôt, sur cet espace de 10 hectares, va s'élever le plus grand édifice sanitaire de Bouaké. Le centre hospitalier régional de la capitale du centre, un vœu cher aux populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Cette infrastructure sanitaire aura une capacité d'accueil estimée à 150 lits. Elle sera dotée de plusieurs services, notamment la maternité, la pédiatrie, la médecine générale, la chirurgie, les soins intensifs. Elle abritera également une urgence médicale et un bloc opératoire. Selon le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Soro Koutenin, la construction de ce centre de santé de référence s'inscrit dans le cadre de la réalisation du vaste programme hospitalier conçu par le gouvernement. Le centre hospitalier régional qui sera bâti ici est un établissement ultramoderne disposant d'un plateau technique de dernière génération. Sa transformation rapide dès lors en centre hospitalier universitaire ne fait donc aucun doute. Au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre du Transport a traduit la gratitude du gouvernement et du chef de l'État à la Grande-Bretagne qui va supporter 80% du coût de réalisation de ce projet d'intérêt capital pour les populations de la région de Bouaké. Il a assuré du démarrage effectif des travaux grâce à un crédit relais de 25 milliards de francs CFA mobilisés auprès de la Banque nationale d'investissement BNI. Alors depuis 2018, donc, le gouvernement sous la haute égide du président de la République a adopté un vaste programme de mise à niveau des plateaux techniques sanitaires dans notre pays. La réhabilitation d'établissements hospitaliers, la construction de plusieurs établissements hospitaliers également. Ce sont plus de 850 milliards de francs CFA qui ont été consacrés donc, à cette opération. À Bouaké, la joie est double. En plus du plateau technique sanitaire qui sera amélioré, les jeunes voient en la construction du centre hospitalier régional une opportunité d'emploi. On l'annonçait en titre, il s'est tenu ce mardi 13 octobre 2020 à la CGECI, siège du patronat ivoirien, un atelier de dissémination du livre blanc sur l'industrialisation. C'est un document dans lequel est consigné, entre autres, les stratégies et recommandations afin de porter le secteur privé ivoirien au développement à l'horizon 2027 avec à la clé l'industrialisation. Des explications avec Mondésir Naïsemanto et Marius Seri. C'est un atelier de dissémination du livre blanc sur l'industrialisation en Côte d'Ivoire.
Il est un document réalisé sur invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au secteur privé ivoirien lors de la CGCI Academy 2018. Une CGCI Academy organisée sur le thème central « Cap sur l'industrialisation ». 2 ans après, le secteur privé ivoirien propose le document dans lequel est consigné notamment sa vision, objectifs, stratégies et résultats attendus pour l'industrialisation capable de développer la Côte d'Ivoire. Alors, il y a 2 ans, nous avons organisé une CGCI Academy dont le thème c'était Cap sur l'industrialisation. À l'issue de cette édition, le président de la République, le président Alassane Ouattara, nous a demandé quelle est notre vision pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire afin que l'industrialisation accompagne la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Donc, quelques mois après l'édition, nous avons recruté un cabinet et nous avons mené cette étude-là avec une série d'entretiens avec les chefs d'entreprise, avec l'administration, avec des partenaires comme l'ONUDI pour définir la vision du secteur privé par rapport à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. L'étude sur le livre blanc a été faite entre autres sur 8 secteurs d'activité avec un échantillon de 50 entreprises en fonction de leur taille. C'est au cabinet On Point qu'a été confiée l'étude et la présentation de la synthèse du livre blanc sur l'industrialisation aux chefs d'entreprise. Un document qui permettra de créer non seulement de la richesse, mais aussi de fournir de l'emploi. L'industrialisation est nécessaire dans nos pays par rapport aux contraintes de création d'emplois de la jeunesse qui est aujourd'hui très nombreuse et qui est, comme vous l'avez vu dans la présentation, il y a quasiment 85% de la jeunesse qui sort du secteur éducatif. En Côte d'Ivoire, ça représente 400 000 jeunes tous les ans qu'il faut employer, et donc l'industrie est la réponse principale qu'on peut apporter à ce problème de l'emploi dans nos pays. Deuxièmement, en termes de développement économique, de création de valeur ajoutée, de sophistication un peu et de transformation structurelle de nos économies, l'industrie doit apporter ces réponses-là. Donc on a mis en avant un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces challenges-là. Avec la mise en œuvre de ce livre blanc sur l'industrialisation, la Côte d'Ivoire compte atteindre une croissance économique digne d'un pays émergent. Et quelques chefs d'entreprise et cadres de l'administration se sont prononcés sur ce livre blanc qui leur a été présenté ce mardi au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Leur réaction au micro de notre équipe. Nous avons tous été unanimes pour dire que c'est un très bon travail que la CGCI a effectué parce que, comme vous le savez, notre pays, surtout nous qui sommes dans le milieu de l'éducation, est confronté au problème du chômage. Et j'estime qu'en allant automatiquement vers les grosses industries, on risque de faire un faux pas. Faux pas comment? Parce que la matière première n'est pas encore assez abondante. Et quand on s'inspire des pays comme le Japon et bien la Malaisie, ils ont des modèles industriels bien définis. C'est-à-dire qu'il y a des petites entreprises qui ont des objectifs bien définis et c'est tout ça mis ensemble qui fait la transformation industrielle. Alors que nous avons l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on va aller sur un modèle industriel de grande taille. Et ce qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de financement, que nos banques n'ont pas la capacité. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens de la diaspora, ils peuvent désormais constituer une épargne et faire des investissements privés en Côte d'Ivoire. Cela est possible grâce au produit CDC Épargne Diaspora, officiellement lancé ce mardi à Abidjan. L'initiative est au compte de la Caisse de dépôt de consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI, en collaboration avec des établissements financiers. Des détails avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. La Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux Ivoiriens de l'extérieur avec un nouveau produit, CDC Épargne Diaspora. Il s'agit d'une offre qui permet aux Ivoiriens travaillant à l'étranger de se constituer un patrimoine financier ou immobilier afin d'assurer un retour en Côte d'Ivoire dans la sérénité. La Caisse de dépôt et consignation apporte aujourd'hui une solution et qui répond aux besoins des Ivoiriens de la diaspora grâce au produit CDC Épargne Diaspora qui leur permet d'épargner et d'investir en toute sécurité en Côte d'Ivoire et de faciliter ainsi leur retour au pays. La souscription à ce programme est réalisable sur le site internet www.épargnediaspora.cdc.ci. L'utilisateur y est invité à remplir un formulaire. Cette innovation a été saluée par les membres du gouvernement présents à cette cérémonie de lancement. Pour les ministres Adama Coulibaly et Albert Flindé,
Le produit CDC Épargne Diaspora est la bienvenue car elle intervient dans le cadre de la mobilisation de l'épargne pour financer l'économie ivoirienne. À travers la mise en place du projet et produit d'épargne CDC Épargne Diaspora, je suis heureux de constater que la Caisse de dépôt et de consignation Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure de ses missions en mettant l'accent sur l'augmentation de l'assiette des ressources destinées aux investissements productifs. Nous sommes convaincus que ce produit d'épargne CDC Épargne Diaspora répondra aux attentes de tous les Ivoiriens de la diaspora dans leur grande majorité pour une plus large mobilisation des ressources en vue de contribuer au financement de l'économie ivoirienne. L'aboutissement de l'offre CDC Épargne Diaspora est le fruit de divers partenariats. Les acteurs sont notamment la CDCC, Ecobank Côte d'Ivoire, la Banque nationale d'investissement BNI, Atlantique Assurance Vie et l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. C'est une offre qui s'appuie sur un partenaire CDC Côte d'Ivoire, qui est un partenaire extrêmement fiable, extrêmement solide et qui permet aujourd'hui, avec les différents partenariats tissés avec la BNI, bien évidemment, avec Ecobank et Atlantique Assurance Vie, de pouvoir sécuriser l'ensemble, non seulement des placements, mais aussi des opérations qui pourront être éventuellement menées par nos parents de la diaspora. L'assurance intervient à tous les niveaux. En cas de décès, l'ayant droit aura son capital. Si la personne reste dans le processus jusqu'à sa sortie. Le produit CDC Épargne Diaspora est perçu par ses concepteurs comme une innovation pour la sécurité des investissements des Ivoiriens vivant à l'extérieur. Au-delà, en l'utilisant, l'Ivoirien vivant à l'étranger contribue aisément au développement de la Côte d'Ivoire. Ouvrons à présent le chapitre processus électoral. Civis Côte d'Ivoire a livré ce mardi les conclusions d'une étude de processus électoral général en Côte d'Ivoire. Cette étude réalisée en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme vise à contribuer à l'organisation d'élections transparentes, justes et équitables en Côte d'Ivoire. La cérémonie de restitution de résultats de l'étude s'est tenue au siège du CNDH à Abidjan. Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza nous font le point. Ce rapport d'enquête diligenté par Civis Côte d'Ivoire met en avant la nécessité pour le citoyen ordinaire de mieux percevoir les notions de transparence, d'équité et de liberté dans le cadre d'un processus électoral. Il ressort de cette étude que les sondés sont unanimes que la bonne application de ces référents clés en matière électorale constitue un gage de sérénité en période de vote. Dans un État, quand il n'y a pas une compréhension commune des fonctions et de tout ce qui s'y passe, il y a toujours une possibilité de crise. Et donc, Civis, à travers cette étude, a voulu ramener des termes qui restent souvent à l'université, à l'académie, comme les termes d'élection transparente, libre et équitable, vers le petit peuple, vers les citoyens, vers le public qui paye le prix fort en général des crises post-électorales. Par ce rapport, Civis Côte d'Ivoire veut éviter à notre pays de retomber dans le cycle de violence du passé. À cet effet, son étude a bénéficié de l'appui du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Si ces élections ont ces trois paramètres, c'est sûr que nous allons être toujours dans la paix. À la cérémonie de restitution de ce travail d'enquête étaient présents de nombreux acteurs de la société civile et des partis politiques. Pour eux, une telle étude mérite qu'on lui accorde tout l'intérêt possible pour mieux sensibiliser les populations. Pour Civis Côte d'Ivoire, ce rapport d'enquête doit constituer un ouvrage de référence au moment où le pays est lancé dans un scrutin présidentiel. Il s'agit pour l'organisation de la société civile d'être en phase avec l'une de ses missions, notamment le renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action sur des questions d'ordre essentielles pour la survie de la nation. Direction à présent la région du Gord, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. Une organisation dénommée TIENS a ouvert une journée de sensibilisation des populations de la commune de Gagnoa à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Gervais Amani nous en parle dans ce reportage commenté par Daniel Kodjo. Cette initiative qui avait pour thème « Sentez-vous en paix »
s'inscrit dans la droite ligne des activités traditionnelles de l'organisation TIENS, mais aussi dans le cadre de la prévention des conflits et la préservation de la paix en prélude des élections présidentielles d'octobre 2020. Le département ayant connu en août des tensions dont les séquelles se traduisent par un climat de méfiance entre les populations. Le premier responsable de cette organisation a fait comprendre aux jeunes que rien ne vaut la paix. Rien n'est plus grand qu'un monde pacifique, gage de développement durable. Rien n'est possible s'il y a des troubles. Donc la paix, la santé sont deux paires et c'est pourquoi nous avons pris le concept « Sentez-vous en paix ». Les jeunes et les leaders communautaires, après avoir félicité l'organisation TIENS pour cette journée sur la paix, ont souhaité qu'un tel cadre soit pérennisé et ne s'arrête pas aux joutes électorales. Depuis le 25 juin 2016, au village Abia, dans la commune de Marcory, l'organisation non gouvernementale, le Forum des Amis pour la Solidarité et le Développement de la Côte d'Ivoire, procède à l'investiture de sa délégation régionale du Boclé. Cette investiture a eu pour cadre le foyer polyvalent de la ville de Sassandra, en présence des autorités administratives et coutumières. Abel Kouao nous en parle dans un récit de Betty Kwaku. Le foyer polyvalent de la ville de Sassandra, théâtre de la cérémonie d'investiture de la délégation régionale du Forum des Amis pour la Solidarité et le Développement en Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale engagée dans le développement partagé sur toute l'étendue du territoire national. Après son investiture, le nouveau président régional du Forum des Amis pour la Solidarité et le Développement s'est engagé à mener des actions de cohésion sociale, de paix, de solidarité et de développement dans la région du Boclé, selon la feuille de route du Bureau national. Placée sous le thème Solidarité et paix, facteur de développement, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme d'installation des sections du FASD dans toutes les régions et districts de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas aller créer des conditions qui mettent en péril la cohésion sociale, le vivre ensemble. Non. Ce que nous recherchons, c'est de faire prendre conscience aux gens que, voyez-vous, nous qui avons un certain âge, qui avons vu la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, nous disons que le président Oufoué a choisi la meilleure orientation politique. Témoin de cette cérémonie d'investiture du Bureau régional du Forum des Amis pour la Solidarité et le Développement en Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires maritimes Philippe Légré, par ailleurs président du Conseil régional. Il a demandé à la population de Sassandra d'avoir l'œil uniquement sur le développement de leur région. Et à San Pedro, une nouvelle association vient de voir le jour. Il s'agit du mouvement Don des femmes de la diaspora unie, un mouvement de solidarité, mais aussi de développement. On en sait plus dans ce reportage signé Abel Kouao, commenté par Zeynab Dosso. Le mouvement des femmes Dan de la diaspora pour Flendé a réuni les femmes Dan de Côte d'Ivoire à la place Ado de San Pedro pour son lancement officiel. Placée sous le parrainage du ministre Anoble Félix, la cérémonie de lancement officiel du mouvement des femmes Dan de la diaspora pour Flendé a réuni plusieurs centaines de participantes d'appartenances politiques confondues venues des différentes villes de la Côte d'Ivoire. Pour Dion Mathilde, présidente du mouvement des femmes Dan de la diaspora pour Flendé, ce mouvement a pour objectif de créer un cadre de fraternité et de solidarité entre les femmes Dan de la diaspora. Notre mouvement d'abord est avant tout un cadre de fraternité et de solidarité entre les femmes Dan de la diaspora. Le ministre Anoble Félix a salué la mobilisation remarquable des femmes Dan. Le ministre Albert Flendé s'est engagé à accompagner leurs projets dans la politique du président Alassane Ouattara. Parce que ce que vous voulez là, c'est le bonheur de vos enfants. Or, ce que le président est en train de faire, c'est d'améliorer le climat pour qu'on ait beaucoup d'emplois, qu'on a beaucoup d'entreprises. Quand il y a une activité économique florissante, c'est là que les enfants ont des emplois.
Le mouvement des femmes dents de la diaspora compte plus de 2000 membres repartis dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On a pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci beaucoup. À très bientôt, toujours sur Business 24 Africa. Au revoir.